Bonjour tout le monde et bienvenue sur Hélène Wonderbooks. Alors cette fois-ci j'ai décidé de faire une petite vidéo sur mes livres d'horreur préférés, qui en fait ne sont pas vraiment mes livres d'horreur préférés puisque c'est difficile de choisir des livres en particulier pour les mettre devant les autres. Mais j'ai décidé de faire une petite sélection des livres qui m'ont le plus marqué dans mon parcours de lectrice d'horreur pour marquer cette période d'Halloween. En tout premier lieu, j'ai décidé de parler de celui qui m'a forcément le plus marqué dans mon aventure de lectrice de livres qui font peur. Il s'agit de Shining, de Stephen King. Alors pour ceux qui ont regardé ma vidéo où j'ai fait un book tag spécial pour le mois d'octobre, en fait c'est un livre dont j'ai parlé effectivement puisqu'il m'avait fait très très peur à l'époque où je l'ai lu. Alors il faut savoir que je l'ai lu, j'étais adolescente, j'étais très très jeune, je devais avoir 12-13 ans. Ce n'était pas mon premier livre d'horreur, mais l'un de mes premiers livres d'horreur. Pour ceux qui ne connaissent pas, Shining nous raconte l'histoire de la famille Torrance, dont le père, Jack, ancien alcoolique et écrivain sur le devenir, a décidé d'emmener sa famille pour un nouveau job qu'il a trouvé, et il s'agit d'être le gardien d'un hôtel pendant les mois creux, puisqu'en fait cet hôtel qui fonctionne très très bien sur les mois d'été est complètement fermé en hiver, mais il faut bien entendu l'entretenir, le maintenir, de façon justement à ce que l'ensemble ne... Comment on dit ça, ne se détruise pas, mais justement pour que les machines continuent de tourner, etc. Ce sont des choses d'ailleurs qui se font dans pas mal d'endroits. Alors, il décide d'emmener sa petite famille en sachant que justement à cause de son ancien alcoolisme, il a des tendances à la violence, donc ça n'est pas forcément une étape facile de leur vie, et ils pensent que justement cette occasion va leur permettre de ressouder leurs liens et de pouvoir avoir des expériences ensemble et de se retrouver pour justement régler tout ce qu'il y a à régler. Comme souvent avec Stephen King, ce qui est très intéressant, ce n'est pas tant le côté, bon bien sûr si c'est intéressant, mais le côté paranormal, le côté horreur. Au final, le paranormal est toujours un petit peu présent dans l'ensemble de ses œuvres. Au final, les épisodes qui font très peur, il n'y en a pas tant que ça dans ces livres. Sur des livres qui sont quand même assez gros, il y a peut-être 3-4 scènes vraiment marquantes, mais ce qui est très intéressant, ce sont ces personnages et la psychologie qu'ils développent. C'était la première fois que je lisais une histoire comme ça, l'histoire de ce petit garçon justement avec ses parents, il a du mal à comprendre toutes ces histoires familiales, il est un petit peu pris au milieu et il a un pouvoir qui lui permet de communiquer, pas de communiquer, mais en tout cas de percevoir les choses de l'autre monde et avec lequel il vit depuis longtemps. Donc bien entendu, je ne vais pas en dévoiler plus sur l'histoire, mais d'abord bien entendu l'isolement de l'hôtel, cette famille qui va se retrouver coincée pendant 6 mois avec de la neige, sans aucune communication, déjà c'est assez oppressant. Et il y a des détails, il y a des choses en tout cas moi qui m'ont absolument terrorisée. Donc comme je l'avais expliqué dans l'autre vidéo, je ne vais pas trop revenir dessus, c'est vrai que j'en avais peur et je ne pouvais pas m'empêcher de le lire tout le temps, dans les couloirs, dans l'école, et le problème c'est qu'en même temps il me faisait tellement peur que juste de voir la couverture me terrorisait, donc pour pouvoir dormir à la nuit, je le cachais au maximum justement pour ne pas le voir. En tout cas, c'est un livre, je pense qu'on peut conseiller, peut-être pas aux personnes qui sont très sensibles, parce que forcément on a tous des degrés différents dans ce qu'on peut supporter et ce dont on a peur. Mais encore une fois, comme souvent dans les Stephen King, au final, le plus intéressant, c'est le développement de l'histoire des personnages. Et le paranormal n'est qu'un aspect, je dirais pas secondaire, mais en tout cas, il complète l'histoire, mais une histoire qui est déjà très, très humaine, très quotidienne, en fait, de choses que l'on peut parfaitement reconnaître, ou en tout cas dont on a déjà entendu parler. Il est difficile de ne pas mentionner de livres marquants de Lovecraft quand on aime l'horreur et qu'on aime cet auteur. Et donc bien entendu, je vais en citer un, et plus particulièrement l'affaire Charles Dexter Ward. Alors l'affaire Charles Dexter Ward, c'était le premier Lovecraft que j'ai lu, mais il m'a passionnée. Je l'ai trouvé très très intriguant. Alors comme son nom l'indique, le personnage principal de cette histoire est Charles Dexter Ward, qui va perdre la tête suite en fait on ne sait pas quoi au début de l'histoire, puisqu'en fait il s'agit de l'enquête d'un ami de la famille, donc il va découvrir pourquoi ce jeune homme est devenu fou,
et qui va aussi déterrer certaines parties de l'histoire familiale qu'il ne connaissait pas. Donc Charles Ward a hérité de la maison de son oncle, si je me rappelle bien, ça fait très longtemps que je l'ai lu, hein. Mais donc il a hérité de la maison de son oncle qui avait été condamné et brûlé pour sorcellerie environ 2 siècles avant et qui avait donc laissé beaucoup d'affaires dans sa maison. Charles va être intrigué par cet homme, intrigué parce qu'il va recommencer à trouver des documents, à trouver des lettres, des choses comme ça, et donc à découvrir la vie de cet homme. Et bien entendu, ça va attiser sa curiosité, il va essayer de comprendre, d'apprendre des choses, et il va découvrir des choses que certainement il n'aurait jamais voulu savoir. Voilà. Donc, bien entendu, c'était mon premier Lovecraft. Alors, pour ceux qui cherchent à découvrir cet auteur, je trouve justement que c'est une très bonne introduction. C'est une histoire qui a moins de monstres que les livres habituels de Lovecraft. En plus, il est très court, je crois qu'il fait peut-être 120, 130 pages, quelque chose comme ça. Donc, il se lit très vite. Et on retrouve les aspects, en tout cas les aspects que moi j'aime chez Lovecraft. Je ne sais pas si tout le monde aime les mêmes aspects, mais moi c'est vraiment ceux-là qui m'accrochent beaucoup. Et je pense l'avoir déjà dit, c'est l'atmosphère qui se dégage. L'atmosphère est très oppressante, même les paysages, l'ambiance, les odeurs, toutes les choses que Lovecraft décrit, en général me marquent moi beaucoup plus que l'histoire elle-même ou que les monstres ou les petites choses qui sont censées faire peur. Parce que j'ai remarqué que tout ce que j'ai lu de Lovecraft, en tout cas peut-être pas tout, mais la plupart, des mois, voire des années après, il y a des moments comme ça où je retrouve des scènes dans ma tête où je ressens cette atmosphère, cette ambiance par moments dans certains endroits, alors qu'après l'histoire, bon, je me rappelle pas forcément. C'est ce côté très... Comment dire, il y a une espèce d'oppression, je dirais presque collante, un truc comme ça qui vous reste dessus, qui... En fait, c'est vraiment ça que j'aime chez lui, avant tout. Voilà, après, ces histoires sont bonnes, je les aime bien. Il ne faut pas oublier que c'est quand même un auteur du début du XXe siècle, donc ça se ressent dans l'écriture, il y a parfois certaines lourdeurs. Il répète beaucoup des mots justement pour ne pas dévoiler les choses comme l'indicible, l'ineffable, horreur, épouvantable, machin chose. Mais bon, en le sachant, c'est un petit peu un style d'écriture à l'époque. Et puis en le sachant, sincèrement, on se met très très vite dans les histoires. Elles sont jamais très longues avec lui. Donc bon, c'est en tout cas pour ceux qui veulent découvrir ça, je le conseille sans problème. Et alors après, en ce qui concerne le niveau de peur, moi, comme je dis, c'est quelque chose qui m'a marqué. Pas forcément qui m'a fait peur, qui m'a terrorisé ou quoi que ce soit, mais qui m'a happée. J'ai été complètement prise dans l'histoire et dont je retrouve encore des parcelles, des choses comme ça qui me reviennent même encore aujourd'hui. J'ai lu il y a un bon moment maintenant. Je me rappelle plus quand, mais il y a pas mal d'années. Voilà, donc effectivement, c'est aussi un livre qui m'a marqué. Un autre livre qui m'a marqué, que j'ai aussi lu quand j'étais adolescente, mais je pense que de toute façon c'est un petit peu normal quand on découvre des nouvelles lectures et qu'on est pris par certains livres, justement d'être marqué par cela bien plus que par ce qu'on lira par la suite, sans pour autant que ce soit un jugement sur la qualité du texte. Il s'agit de Un bébé pour Rosemary d'Ira Levin. Et alors j'avais lu ce livre, ouais j'étais toute jeune aussi, c'est pareil, je devais avoir dans les... peut-être un peu plus quand même, peut-être 14-15 ans. Et alors l'histoire bien entendu tourne d'une femme appelée Rosemary et comme encore une fois le titre l'indique, parfois ils disent pas mal de choses les titres, hein, en fait elle est enceinte, d'où le nom. Avec son mari, ils arrivent à trouver un énorme appartement à New York pour pas cher du tout, ce qui est effectivement une aubaine, et ils n'en reviennent pas. Mais comme on dit, hein, quand c'est trop beau, faut se méfier, c'est qu'il y a anguille sous roche. Et effectivement, ils commencent à entendre pas mal de rumeurs, pas mal de choses effectivement sur l'immeuble en question, pas l'appartement lui-même, mais l'immeuble. Les gens sont suspicieux, ils entendent beaucoup d'histoires d'horreur qui se seraient passées dans cet immeuble, mais bon... Un jeune couple qui croit pas forcément à toutes ces choses-là, excusez-moi, qui croit pas forcément à toutes ces choses-là, qui juste veut avoir de la place, à commencer une nouvelle vie en fait, ils s'en foutent un petit peu au début. Et puis, bien entendu, l'histoire va un minimum commencer à changer. Peu de temps après leur arrivée, déjà, il y a une jeune fille qui se suicide. Il y a des odeurs bizarres dans les couloirs, dans les appartements. Les voisins, par moments, font des drôles de têtes, ont des drôles de regards. Parfois, Rosemary a l'impression de voir des choses qui lui semblent sont des hallucinations. Et ça continue, bien entendu, pendant une bonne partie de l'histoire, dont je ne vous donnerai pas la conclusion. Encore une fois, un livre très oppressant, plutôt marquant, que je ne conseille absolument pas aux femmes enceintes, par contre, parce que je pense que ça doit rendre un petit peu parano.
Alors j'avais oublié de préciser pour Shining que j'ai vu le film de Kubrick, je sais que beaucoup de gens l'adorent. Personnellement, j'ai pas aimé du tout et en plus j'ai trouvé qu'il était très mal adapté. Par contre, Un bébé pour Rosemary, j'avais vu le film. Aujourd'hui, je me rappelle quasiment plus de rien, mais je sais que je l'ai vu après avoir lu le bouquin et j'avais aimé. Donc pour les gens qui hésitent un petit peu, qui savent pas si le livre, le film, en tout cas c'est un très bon livre. Encore une fois, c'est pas très gros. Un petit peu plus quand même, dans les 350 pages. J'ai gardé les infos à côté au cas où. Et en tout cas, oui, c'est une histoire qu'on va en retrouver beaucoup dans les années 60-70, ces histoires un petit peu de couple qui habitent un appartement, une maison hantée, ce type de choses. Mais je l'avais trouvé extrêmement bien fait. Et franchement, contrairement à d'autres histoires de ce type, on ne comprend vraiment pas ce qui arrive pendant une bonne partie du livre. Voilà. Donc en tout cas, un livre que je conseille, mais que j'ai lu il y a tellement longtemps, il faudra peut-être que je le relise aussi. Parce que je ne me rappelle plus de grand-chose. Alors un autre livre qui m'a marqué, et celui-là bien marqué, il s'agit de Ring de Koji Suzuki. Alors il faut savoir que celui-là par contre j'ai vu le film avant de lire le livre. Le film m'a complètement traumatisée, pourtant il m'en faut moi, parce qu'avec les films d'horreur il faut vraiment qu'il y ait quelque chose pour que ça me marque ou même que ça me fasse peur. Mais alors celui-là, je pense que ouais, c'est largement celui qui m'a fait le plus peur. C'était aussi mon premier film d'horreur japonais, c'est peut-être une raison. Donc forcément, ça m'a traumatisée. Qu'est-ce que je fais? Je lis le bouquin, tant qu'à faire, on va rester dans l'ambiance. Il y en a pour qui c'est pas logique, et puis d'autres, bon, je pense qu'ils me comprendront. Alors bien entendu, le roman de The Ring ou Ring, je ne sais plus. Enfin bref, on s'en fout, ça veut dire la même chose en fait. Reprend, c'est plutôt le film qui a repris le livre et c'est plutôt assez fidèle. C'est une cassette qui tue, c'est-à-dire que il y a des gens qui reçoivent une cassette VHS, bah oui, ça remonte un petit peu loin, hein, donc à l'époque c'était le truc, par courrier, et quand tu la regardes, il ne te reste que quelques jours avant de mourir. Donc il y a plusieurs victimes qui ont reçu cette cassette et bien entendu il y a une enquête qui va permettre de savoir ce qui s'est passé, parce que bien entendu on a la cassette, on a les gens qui sont morts, mais ce qui s'est passé entre ou comment ça s'est passé, etc., on ne le sait pas. Au fur et à mesure de l'enquête, on découvre qu'il s'agit en fait d'un esprit qui se transmet dans la cassette, par la cassette, et cet esprit en fait est un esprit vengeur, et on va découvrir son histoire petit à petit et pourquoi est-ce qu'elle a fini par rentrer dans cette cassette, ses sentiments, et pourquoi est-ce qu'elle a à ce point besoin justement de les faire ressortir et de les rejeter en fait sur toutes les personnes qui malheureusement vont passer par là. Alors en fait il faut savoir que l'histoire de base, pas la cassette, hein, mais l'histoire de base, c'est-à-dire l'histoire de la jeune fille qui a mis son esprit dans cette cassette, dont la mère s'était suicidée. Alors encore une fois, je l'ai lu il y a longtemps, je me rappelle plus exactement, mais sa mère était soupçonnée d'avoir des pouvoirs magiques, que ce soit vrai ou non, bien entendu, dans ce genre de cas, les gens vous regardent de travers, etc. Et elle avait une petite fille. Et cette femme s'est tuée. Et donc on a raconté que justement l'esprit de cette femme et la petite fille justement étaient en train de tourner. Je sais pas trop comment l'expliquer parce que cette histoire date est plus ancienne que l'existence des cassettes vidéo. Donc cette histoire-là, c'était pas comme ça. Mais effectivement, il y avait des histoires de fantômes dans le village, etc. Et également la petite fille qui serait une petite fille démoniaque parce que les suicidés sont pas non plus très bien vus chez eux. Là, je commence à raconter n'importe quoi. Alors, je couche. Alors en fait, entre-temps, j'en ai profité pour retourner voir un tout petit peu l'histoire de cette femme. Elle n'était pas accusée de sorcellerie, mais elle était une médium reconnue à son époque. Et en fait, on l'avait accusée de trucage et bien entendu de malédiction. Enfin, c'était un petit peu tout mélangé et c'est un petit peu comme le harcèlement virtuel. Comme d'habitude, j'ai du mal à trouver mes mots. J'espère que vous êtes habitués parce qu'il va falloir s'y faire. Hein. C'est un petit peu comme le harcèlement, le cyberharcèlement, ça se dit ça en français? De nos jours. C'est-à-dire que oui, effectivement, ça pousse les gens au suicide parce que forcément tout le monde vous tombe dessus pour trouver n'importe quoi comme si vous aviez fait... bref. Enfin bon, tout ça pour dire que c'est inspiré d'une histoire vraie, donc c'est très intéressant. Le bouquin, très très bon, aussi bon que le film.
Alors je pense qu'au niveau des sensibilités, pour le coup, on est tous très différents parce qu'il y a des gens, The Ring, ça n'a rien fait du tout. Et il y en a d'autres, c'est comme moi, ça a été la fin des haricots avec ce truc-là. Donc il faut savoir que The Ring, bien entendu, comme il s'agit d'une cassette vidéo, il y a aussi une histoire de télévision. Et que à l'époque, j'habitais dans un studio avec une télévision, vous savez, pas les écrans plats, les trucs à tube cathodique là. Donc il faisait des reflets la nuit, enfin bon bref, c'était pas tip top. Et que pendant des années après avoir vu ce film, je ne pouvais plus dormir en face de ma télé. Donc j'ai dû couvrir ma télé pendant des années jusqu'à ce que jusqu'à ce que je passe à l'écran plat, qui a été la meilleure idée que j'ai eue. Voilà. Un autre livre qui m'a beaucoup marqué, mais plus récemment, cette fois-ci, il s'agit de Terminus de Tom Sweterlich. Celui-là, par contre, je ne vais pas m'étaler dessus parce que ça fait déjà plusieurs fois que j'en parle, il me semble. Mais en tout cas, c'en est un qui m'a beaucoup marqué et que je ne peux que conseiller. C'est de la science-fiction, mais c'est de la science-fiction horrifique. Et il faut avouer qu'il n'a rien à envier aux livres d'horreur habituels. Il y a vraiment une ambiance super oppressante. Il y a des scènes ignobles et en même temps qui apportent tellement à l'histoire qu'elles sont nécessaires. Le côté science-fiction est super intéressant. C'est une histoire de voyage dans le temps. Après, je vais vous renvoyer à la vidéo, si ce n'est les vidéos dans lesquelles j'en parle déjà. Mais sincèrement, je l'ai adoré. Celui-là, par contre, c'est un bon pavé. Je l'ai bouffé, je crois, en 2-3 jours. Je ne pouvais plus le lâcher. Il est absolument génial. Et donc c'est pour ça que je le mets aussi dans cette catégorie, parce que même si c'est de la science-fiction, c'est de la science-fiction horrifique. Parfois les genres se mélangent, et celui-ci pour le coup a mélangé tous les genres possibles et imaginables d'une façon absolument fantastique. Voilà. Pour ne pas rester que sur les romans et proposer quand même des choses dans d'autres formats, entre guillemets, je dirais que pour les recueils de nouvelles, je vais éviter de reciter Stephen King. Autant ne garder qu'une seule chose par auteur. Mais c'est vrai que Stephen King a écrit beaucoup de recueils de nouvelles dont certains sont absolument excellents. Je pense notamment à Brume la Faucheuse et très certainement à d'autres. Mais celui-là, je l'ai lu plusieurs fois. Donc vraiment, il m'avait beaucoup plu. Et sinon, je dirais le tome 1 des livres de sang de Clive Barker. Avec les recueils de nouvelles, c'est toujours un petit peu le souci. Il y a du bon et du moins bon. Ça permet d'avoir de la variété. Mais en même temps, c'est vrai que la variété, elle est aussi dans la qualité ou le ressenti. Mais ce premier volume, contrairement au suivant, m'avait beaucoup plu. Il a des histoires vraiment très particulières, très bizarres. Par contre, attention, hein, Clive Barker, c'est assez trash. Hein. Donc, si vous n'êtes pas forcément dans ce truc-là, peut-être c'est beaucoup plus cru que Stephen King, par exemple. Voilà, donc autant le savoir. Par contre, avec les nouvelles, c'est vrai que ça permet de découvrir justement un petit peu son monde et son écriture. Il y a certaines nouvelles dans ce recueil-là qui m'ont beaucoup marqué, que j'ai beaucoup aimé, en particulier celle qui se passe dans le métro et celle à la fin qui se passe avec des dieux. Mais la nouvelle étant en format très court, je ne veux pas forcément en parler justement parce que ça va vite les gâcher. Voilà. Mais sachez que ce sont des recueils de nouvelles assez petits, donc les nouvelles sont courtes, le recueil est petit. C'est plutôt une très bonne introduction et je conseille celui-là sans souci. Autrement, une nouvelle toute seule que j'ai lue il n'y a pas longtemps du tout et grâce à la chaîne de l'Olifant qui m'a fait découvrir cette autrice dont je n'avais jamais entendu parler. Il s'agit d'Octavia Butler. Et malheureusement, il n'y a pas beaucoup de choses de cette autrice qui sont traduites en français. Mais cette nouvelle-là, si vous parlez un peu l'anglais aussi, franchement, allez-y. Elle fait une 30aine de pages. Il s'agit de Blood Child. Elle est... Alors, c'est de la SF, pareil, hein, mais c'est de la SF horrifique. Comment vous expliquer cette histoire sans trop vous en dévoiler? J'imagine, parce que justement, il y a des choses qui ne sont pas très décrites, parce qu'il n'y a pas vraiment la place dans une histoire aussi courte. Et pourtant, elle développe un monde et une mythologie hallucinants. J'imagine qu'on est dans une autre planète, où les humains sont soumis à d'autres créatures. Et cette histoire est basée justement sur l'interdépendance des espèces. C'est-à-dire comment les uns permettent aux autres de survivre un petit peu dans une espèce de chaîne comme ça où tout le monde a besoin de tout le monde. Et c'est cet aspect-là qui est développé, mais bien entendu dans un côté SF et horreur.
C'est un petit peu difficile à expliquer, ça semble peut-être étrange, mais elle m'a beaucoup marquée. Je l'ai lu et ensuite je l'ai écouté puisque je l'ai trouvé lu par quelqu'un sur YouTube. Je vous mettrai, par contre, quand j'ai des audiobooks en libre accès ou que j'arrive à trouver des petites vidéos YouTube comme ça qui sont en libre accès, je vous mettrai le lien pour que vous puissiez les écouter aussi, même si c'est en VO, parce qu'il y en a quand même certains qui doivent être capables de les écouter ou de les lire. Mais franchement, je veux lire d'autres choses de cette autrice. Alors je vais terminer avec 2 graphiques parce que comme j'ai dit on va essayer de mettre un petit peu de tous les formats là-dedans. Alors le premier il s'agit d'un manga et il s'agit de Spiral de Junji Ito. Alors Junji Ito j'en ai déjà un petit peu parlé, c'est un auteur de manga d'horreur que j'adore. Même si ça n'a pas forcément à voir, je retrouve chez lui ce que j'aime par exemple chez Lovecraft. C'est-à-dire que les histoires sont intéressantes, mais c'est l'ambiance, l'atmosphère, ce que les histoires dégagent. Bon, après, comme c'est du graphique, forcément, il y a des moments un peu crades. Bon, il y a des gens qui sont plus sensibles au texte et d'autres à l'image, donc faut voir selon chacun. Mais je trouve que l'ambiance générale est super inquiétante. La façon dont les gens sont dessinés, les paysages, les décors, il y a toujours des petites choses comme ça. On se demande un petit peu qu'est-ce qui se passe et franchement, j'adore ce qu'il fait. Donc Spiral, c'est le premier que j'ai lu de lui il y a très longtemps, très très longtemps. Mais je crois qu'ils ont été réédités il y a pas longtemps, puisque je vois qu'il y a pas mal de gens qui les lisent en ce moment. Et alors Spiral, ça se passe dans une petite ville où apparemment tout le monde est tributaire de la figure géométrique de la spirale. C'est-à-dire que on la voit partout, on la voit partout, on la rencontre partout. Cette spirale aussi provoque des choses, provoque des hallucinations, provoque des situations scabreuses, des choses un petit peu comme ça. Et c'est un ensemble de petites histoires qui tournent autour de la spirale. C'est le cas de le dire en plus. Mais en même temps, c'est aussi une histoire complète. C'est-à-dire que il y a un lien, il y a un fil rouge, il y a quelque chose qui en fait une histoire complète et non pas un ensemble de nouvelles. Donc ce n'est pas un fix-up, c'est vraiment toute une histoire. Est-ce que c'est forcément celui que je conseillerais pour démarrer avec Junji Ito? Oui et non. Oui, parce que justement c'est une très bonne histoire, elle se tient, elle est suffisamment épaisse justement pour qu'elle se lise comme un roman. Par contre, pour les gens qui ont juste envie de découvrir, peut-être qu'il vaut mieux passer par des histoires plus courtes. Il a fait énormément d'histoires courtes, il y en a à l'appel, hein. Mais par contre, les histoires plus courtes sont aussi, pas toutes, mais elles sont quand même plus glauques en général. Donc, tout dépend de ce qu'on a envie de découvrir. Voilà. Et puis, je terminerai par une découverte plutôt récente. Il s'agit de la saga des Ogres-Dieux d'Hubert, qui malheureusement est décédé l'année dernière, il me semble, et dont j'adore le travail, que j'ai découvert justement à travers cette bande dessinée. Et alors, les Ogres-Dieux nous racontent l'histoire d'un monde dominé par les Ogres-Dieux, qui dominent les humains, qui sont absolument minuscules, et ces ogres énormes se nourrissent d'êtres humains. Alors encore une fois, je ne veux pas trop rentrer dans le détail, mais cette bande dessinée est absolument magnifique. Chaque volume, parce qu'il y en a, j'en ai lu 3, il faut encore que je lise le 4e, chaque volume se concentre sur un aspect différent de ce monde. Les planches sont superbes, les graphismes sont superbes, et en plus on lit les histoires. Alors bien entendu il y a la bande dessinée normale, enfin le roman graphique normal, c'est plutôt un roman graphique, et de temps en temps vous avez une insertion de pages en fait, comme si c'était, où ce n'est que du texte, où on vous raconte un petit peu l'histoire de certains ancêtres, certains personnages, pour mieux comprendre l'histoire, mieux comprendre le monde. On a l'impression en fait de lire presque un vieux livre d'histoire. Et en même temps, c'est une histoire assez sombre, assez lourde. Et bon, c'est un roman d'horreur, hein, de toute façon. Donc, parce que non seulement les ogres mangent des humains, mais bon, c'est très graphique. Pas parce que c'est un graphique, mais à cause de ce qu'on nous montre, à cause de ce qu'on voit, il y a quand même des choses, voilà. Mais l'histoire est absolument géniale, elle est prenante. Pour les 3 tomes que j'ai lus, même si les 3 étaient pris d'un angle de vue complètement différent, je les ai tous adorés. Voilà. Le premier s'appelle Petit, puisqu'il s'agit d'un ogre né petit, à peu près à taille humaine, un petit peu plus grand quand même, et dont on va suivre le destin, puisque c'est à travers lui effectivement qu'on va découvrir le monde des ogres, le monde des hommes, et comment les deux cohabitent, si on peut appeler ça comme ça. Et surtout effectivement,
ce qu'il est en train d'advenir et pourquoi est-ce que tout d'un coup il y a des ogres qui commencent à devenir plus petits et à s'atrophier en fait, à s'atrophier. Il y a des raisons pour ça. Et voilà. Donc en tous les cas, c'est un de mes gros coups de cœur de ces dernières années en graphique. Et bien voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Alors j'espère vous avoir donné envie de lire certains livres, même si pour la plupart j'en avais déjà parlé. Mais c'est pas grave, je voulais quand même regrouper vraiment ceux qui m'avaient beaucoup touché, en tout cas qui m'avaient marqué, auquel je pense encore aujourd'hui, surtout dans ce type de littérature qui malheureusement n'est pas... Enfin malheureusement, après c'est chacun ses goûts. C'est une littérature, enfin c'est un genre littéraire qui a moins de public que les autres et pourtant qui en même temps peut être tellement large, tellement varié, tellement... On peut le retrouver dans tellement d'autres domaines et souvent aussi les gens ne lisent pas ce type de littérature parce qu'ils ont peur d'avoir peur d'être choqués, peur d'être... Et finalement, il y a des fois dans des histoires autres, des situations et des choses bien plus effrayantes et bien plus marquantes parfois que ce qu'on trouve dans les œuvres d'horreur. En tout cas, je pense qu'il faut au moins essayer. Si on a un petit peu peur, il faut au moins essayer dans des choses un petit peu plus soft, en tout cas des choses auxquelles on est un petit peu plus habitué, comme les graphiques, comme des nouvelles qui sont plus courtes, ou comme des auteurs qui sont déjà connus aussi pour d'autres types d'ouvrages et que des personnes qui ne sont pas fans d'horreur lisent déjà, comme Stephen King. En tout cas, j'espère que je vous aurai donné des idées et surtout si vous lisez ce genre de littérature, n'hésitez pas à me mettre vos préférés ci-dessous. Voilà, bye!